Bonjour YouTube, c'est Chicon Vénère et aujourd'hui je vous amène plus d'un siècle en arrière. Je vais vous raconter l'histoire de la lutte ouvrière en Belgique. D'une part à travers l'histoire des premiers syndicats, puis on va parler de la fondation du POB, le Parti ouvrier belge, et ensuite je vais finir avec l'histoire de la grève anarchiste de 1886. Une grève qui s'est terminée par une répression sanglante et c'était aussi un peu la première trahison du POB, l'ancêtre du PS. Alors, je suis en vacances en ce moment, donc il n'y aura pas de live Twitch lundi prochain, mais du coup, je vous ai préparé quelques vidéos. Abonne-toi pour rien rater. Nous sommes en 1880. En plus des guerres et des révoltes matées en France, en Belgique et un peu partout en Europe, c'est la dépression économique. Pour compenser, les capitalistes exigent une surproduction. Les salaires dégringolent ainsi que le taux de l'emploi dû à une mécanisation de la production. La crise économique et la concurrence internationale résultaient en salaires qui ne suffisaient même pas pour vivre, y compris quand toute la famille travaillait. De ces maigres salaires, à peu près 70% étaient consacrés à la nourriture. Alors, à partir des années 1873-75, on rentre dans une période de forte récession économique. Et donc, les victoires se font de plus en plus rares. Les offensives patronales sont extrêmement nombreuses et donc les syndicats sont vraiment au plus bas. Au niveau de l'histoire populaire, de l'histoire d'en bas, on sait qu'on a laissé beaucoup moins de sources. Et voilà, comme il s'agit d'organisations qui sont parfois très éphémères, etc., on n'a pas vraiment de documents pour savoir si il y a eu des oppositions. L'appauvrissement généralisé de la classe ouvrière va re-entraîner l'activité syndicale. Et de plus en plus d'ouvriers vont se remettre à s'organiser et créer des collectifs, des associations ou des syndicats. Deux courants idéologiques s'opposent au sein des organisations ouvrières. L'une est révolutionnaire, majoritairement anti-autoritaire. L'autre est, disons, réformiste, même si à l'époque, les social-démocrates avaient le même objectif final que les révolutionnaires, la fin du capitalisme. La défaite de la Commune de Paris avait temporairement étouffé l'espoir de socialisme. L'échec des communards amène des réflexions et des remises en question dans tous les mouvements ouvriers. Pour la plupart des anarchistes, il est temps d'adopter la stratégie de la propagande par le fait en réaction au massacre des communards. Pour les autres, c'est le pragmatisme qui caractérisait la plupart des initiatives. En Flandre, là où les syndicats de base avaient été les plus puissants et les plus réprimés aussi du coup, maintenant c'est vraiment un autre ton. Même si beaucoup d'inégalités linguistiques persistent, il y a des premières lois qui sont là pour reconnaître plus ou moins le néerlandais. Le néerlandais n'était pas reconnu comme langue de l'État belge au moment de l'indépendance en 1830, ce qui donna naissance au mouvement flamand, qui militait pour une meilleure reconnaissance des droits linguistiques des Flamands. En 1863, Jan de Laat fut le premier député à prêter serment en néerlandais, et les premières lois en faveur du néerlandais sont alors votées. En 1873, le néerlandais est ainsi imposé dans la justice pénale en Flandre. Et en 1878, il est reconnu comme langue dans l'administration en Flandre. Et en plus de ça, il y a le Parti catholique flamand, un nouveau parti qui se dit proche des ouvriers et qui est assez favorable aux exigences de la lutte ouvrière. Le Parti catholique flamand, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais en bref, ils sont assez favorables envers les ouvriers parce qu'ils étaient surtout en opposition à la bourgeoisie francophone qui dominait encore l'entièreté du pays. Mais bref, malgré des tentatives d'unité par des internationalistes anversois, la Flandre s'accroche de plus en plus aux promesses du Parti catholique flamand. En Wallonie, au contraire, ce sont les idées anti-autoritaires des anarchistes qui prennent de plus en plus de l'ampleur. En 1879, un pseudo-parti socialiste est créé par des Flamands et des Bruxellois. C'est le Parti socialiste belge, le BSP. À l'image des partis social-démocrates allemands, mais c'est un flop. Les Wallons s'en méfient et les mutuelles flamandes continuent de s'accrocher au Parti catholique flamand. En 1884, c'est la défaite électorale de la social-démocratie. En vrai, c'est pas étonnant parce qu'à l'époque, le vote était encore censitaire, donc il fallait en bref payer pour avoir le droit de vote, donc c'était que les riches qui pouvaient payer, qui pouvaient voter, quoi. Cet échec électoral met fin aux idées libérales progressistes, en tout cas pendant quelques mois. Les organisations ouvrières, associations et mutuelles vont essayer de s'unir. Tous les différents courants, communistes, anarchistes et social-démocrates, vont se rencontrer et essayer de créer des solidarités, les deux régions linguistiques comprises. Ces rencontres, timides au début, ont ouvert la voie à la formation d'un parti ouvrier indépendant.
En avril 1885, à Bruxelles, le Parti ouvrier belge, le POB, devint un fait lors d'un rassemblement de 112 travailleurs qui représentaient 59 groupes de base, des syndicats, des coopératives ou des mutuelles. Mais, parce que oui, il y a un mais, parce que sinon on ne serait pas là. Le dirigeant du BSP, donc le pseudo-parti socialiste belge, là, Edouard Ansel, défend pendant le rassemblement à Bruxelles son programme et il balaye les discussions théoriques de la table. Finalement, en termes de doctrine, le document de fondation affirmait que le POB allait essayer d'améliorer le sort de la classe ouvrière par l'entente mutuelle. Donc le programme se limitait à un cahier de revendications radicales démocrates, avec notamment des revendications telles que le suffrage universel, l'enseignement obligatoire, gratuit et neutre, l'autonomie communale, l'abolition du travail pour les enfants et ce genre de réformes. Le POB démarre pas trop mal au début, il y a des petites sections un peu partout, et surtout en Flandre et à Bruxelles, il y a des sections locales qui sont plus ou moins indépendantes, qui fonctionnent malgré le bastion central à Gand. Mais en Wallonie, c'est un peu différent. Le parti est réellement seulement implanté à Verviers, tandis que dans le reste de la Wallonie, c'est surtout les idées anti-autoritaires des anarchistes qui sont de masse. Il y a quelques anarchistes qui sont quand même intéressés, voire intrigués par ce nouveau parti, il y en a quelques-uns qui s'investissent quand même dedans, mais le ton va très vite changer. Moins d'un an plus tard, en 1886, il y a des grèves spontanées et des manifestations énormes qui éclatent dans la province de Liège et dans le Hainaut. Le POB va prendre ses distances, va trahir le mouvement. Ça sera une première d'une série de longues trahisons qu'on appelle aujourd'hui PS. Il y a quand même des petits bourgeois, au fond, des gens qui ne sont pas... Et c'est des humanistes, hein, Bien sûr, mais ce sont des humanistes, mais ce ne sont pas obligatoirement des gens qui sont issus de la classe ouvrière. Non, pas du tout. Ce sont des gens qui ont peut-être aussi des réflexes de crainte du chaos, ou que sais-je, enfin, puisqu'au fond, ce sont des intellectuels, hein. Oui, bien sûr. Ce sont des intellectuels, hein. Mais parmi ces syndicats qui participent à la création du Parti ouvrier belge, ce sont principalement des syndicats bruxellois et gantois. C'est ça. Donc ce ne sont pas les syndicats de la grande industrie, de nouveau, De qui, Liège, comme je l'ai dit, Charleroi, sont déjà Borinage, sont très éphémères à l'époque. Oui. Très clairement, le Parti ouvrier belge craint les troubles et les désordres, et d'ailleurs il va être confronté, à peine un an après sa naissance, au plus vaste mouvement social du 19e siècle en Belgique, 86. à savoir les émeutes de 1886 qui vont véritablement traumatiser le parti parce qu'il il est tout jeune, il n'a aucune prise sur le mouvement, donc c'est un mouvement tout à fait spontané qui démarre d'ailleurs au départ d'une commémoration anarchiste du 15e anniversaire de la Commune de Paris. Pour résumer donc, le futur parti socialiste se développa uniquement autour des projets compatibles avec la démocratie bourgeoise, tels que le suffrage universel et la séparation de l'Église et de l'État. Certains dirigeants du POB étaient même proches du Parti libéral, dû à leur ennemi commun, le Parti catholique au pouvoir. Et de fait, il n'y a jamais vraiment eu de réflexion sur la future société socialiste, même si tout un tas de problèmes se voyaient relégués à cet avenir dont les dirigeants ne voulaient pas parler. Genre par exemple le droit des femmes, l'anticolonialisme et le droit des immigrés laissent tomber pour le POB. Il faudra attendre de longues années avant que le POB s'intéresse à autre chose que ses ouvriers. Alors, petit point sur mon tacle de là tantôt, le POB a fait énormément de choses, il y a plein de choses qui ne sont pas à mettre à la poubelle. L'histoire du POB est fascinante, j'en ferai plein de vidéos, on en reparlera. Mais moi j'ai envie de me focaliser sur les débuts du POB là, et aussi surtout cette grève anarchiste qui a fini en sang sous l'œil du POB et ils se sont distancés. Comme pour le PS aujourd'hui, on pourrait se demander si les dirigeants du POB ne voyaient que le mouvement ouvrier comme un outil qu'il fallait contrôler et qui est un outil pour prendre le pouvoir. Jamais il ne fut en vrai question de donner de l'appui ou de la légitimité à des mouvements ouvriers, surtout s'ils étaient spontanés ou anarchistes. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo avec les grèves et les manifestations de 1886, la répression sanglante et la non-action, voire la distanciation du POB. Cette histoire-là, c'est pour la prochaine vidéo. Abonne-toi.